beaucoup. Je suis très heureux d'être avec vous. Ce que disait la dame tout à l'heure de Work est tout à fait vrai. C'est un espace chaleureux, agréable, et qui, à mon avis, est un peu à l'image des jeunes de cette communauté. Vraiment, d'une certaine manière, ils vous ressemblent. Moi, je m'intéresse beaucoup aux entrepreneurs, et en particulier aux entrepreneurs qui viennent de pays en développement, notamment en Maghreb. Je fais beaucoup de travail là-dessus. Mais aujourd'hui, je me suis dit que je ne voulais pas vous parler des entrepreneurs comme vous, mais vous parler d'entrepreneurs qui sont différents, particuliers. Et je voulais vous parler un peu de l'entrepreneuriat dans un domaine où on n'attend pas. C'est-à-dire que finalement, quand on parle du secteur public, par exemple, c'est un territoire où, par définition, on ne s'attend pas à ce qu'il y ait de l'entrepreneuriat, puisque le secteur public est supposé répondre à des règles, ne pas laisser trop d'initiatives à des gens qui ne sont pas autorisés à le faire, etc. Alors donc c'est vraiment de ça que je voulais vous parler, et je voulais vous en parler pour vous suggérer que le secteur public, c'est très important. Pas seulement en Algérie, c'est très important partout. C'est-à-dire que les entrepreneurs, s'ils veulent réussir, bien sûr, doivent entreprendre plein de choses différentes, connaître leur secteur d'activité, etc. Mais il est très important qu'ils connaissent le cadre dans lequel ils vivent, et donc le secteur public est quand même quelque chose d'important. Avec des collègues, peut-être que vous pourriez remettre la slide précédente, avec des collègues, Luc Bernier qui est à l'Université d'Ottawa et Mehdi Farachari qui est à la faculté de management de Concordia, on s'est intéressé à comment ça se fait que le secteur public arrive à s'adapter. C'est-à-dire, puisqu'il n'est pas supposé changer, comment arrive-t-il à s'adapter? Et donc, c'est ça qui nous a amené finalement à cette idée qu'il y a de l'entrepreneuriat, et je vais vous en parler. Donc les questions qu'on se posait, c'est comment le secteur public s'est adapté depuis la Deuxième Guerre mondiale. Il y a eu beaucoup de changements, je vais vous en parler dans une minute. Quelle est la forme que l'innovation entrepreneuriale a prise dans ce secteur-là? Puis, comment, en quelque sorte, ces défis organisationnels sont pris en charge par les changements qui sont entrepris par les entrepreneurs. Je commence tout de suite par les résultats. C'est-à-dire qu'avant de parler de cette recherche, je vais vous dire qu'est-ce qu'on a trouvé. Premièrement, l'entrepreneuriat et l'innovation dans le secteur public évoluent de manière prévisible. C'est-à-dire qu'il y a toujours d'entrepreneuriat et on sait quand est-ce que ça se passe. Alors, trois pattern. D'abord, il y a ce qu'on pourrait appeler de l'entrepreneuriat héroïque. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'acteurs, entrepreneurs, qui arrivent et qui changent les choses. Par exemple, je vous en parlerai dans une minute, les sous-marins atomiques, par exemple, qui ont été développés aux États-Unis, ont été développés par un entrepreneur qui a pris tous les risques. Il n'était pas autorisé par, j'allais dire, par le Parlement, enfin par le Congrès américain, etc. Mais il a pris tous les risques et il a été celui qui a généré, par exemple, les sous-marins atomiques. Ensuite, donc il y a des acteurs, des personnes qui sont très fortes et qui arrivent en quelque sorte à bousculer le secteur public et à réaliser les choses. Deuxièmement, il y a des situations, et ça s'est produit, si vous voulez, de manière séquentielle, il y a des situations où l'entrepreneuriat n'est pas des individus dominants, mais une multitude d'acteurs à l'intérieur du secteur public qui, en quelque sorte, à un moment donné, arrivent à fonctionner ensemble et puis à changer de secteur public. Par exemple, vous savez que tous les secteurs publics à travers le monde ont été en difficulté financière et il a fallu en quelque sorte travailler sur le système lui-même, le changer, le transformer, et c'est ce qui s'est produit avec ce qu'on pourrait appeler des entrepreneurs systémiques ou l'entrepreneuriat systémique. Et puis, il y a des entrepreneurs qui non seulement changent le secteur public, mais transforment littéralement les lois qui sont émises à l'intérieur du secteur public. C'est-à-dire que par leurs initiatives, ils changent, j'allais dire, l'interprétation
est donné des lois et qui, bien entendu, peut faire en sorte que les lois soient transformées par la suite. Nous, on les a appelés des entrepreneurs législatifs. Alors, par exemple, en Alberta, au Canada, une juge au nord de l'Alberta, par exemple, travaillait sur des jeunes qui étaient condamnés par la justice. Et vous savez que les jeunes, souvent, on essayait de les replacer dans la communauté. Et donc, cette juge s'était aperçue qu'il fallait absolument que l'on change en quelque sorte la loi, c'est-à-dire au lieu de simplement les condamner, de les obliger à rester dans certains endroits, d'impliquer l'ensemble de la communauté, y compris leurs parents, de façon à ce qu'ils soient remis en selle dans la société. Et cette loi, enfin cette juge a littéralement transformé la conception que l'on a des jeunes contrevenants et de la façon dont il faut les traiter. Alors donc c'est trois types, si vous voulez, d'entrepreneuriat. Ce qui est intéressant aussi, c'est que on reconnaît le cycle, on sait comment ça se produit. C'est-à-dire, à l'intérieur du secteur public, comment arrive l'entrepreneuriat? Bon, très souvent, il y a un besoin. Généralement, un besoin d'efficacité ou d'efficience du secteur public. C'est comme ça que ça se produit très souvent. On n'a pas assez d'argent pour répondre, par exemple, à tous les besoins de la société. Et quand ça se produit, émergent des entrepreneurs. Alors bon, nous verrons tout à l'heure qu'ils n'émergent pas par miracle, ils émergent parce que le secteur public s'ouvre en quelque sorte à ce moment-là pour leur laisser de la place. Et une fois que donc, les entrepreneurs sont là, trouvent des solutions, résolvent les problèmes auxquels le secteur public est confronté, et une fois qu'ils ont résolu le problème, ils deviennent un problème pour le secteur public qui donc ferme la porte en quelque sorte et les évacue. D'accord ? Et puis, bon des entrepreneurs disparaissent. En France, on appelle ça du pantouflage, hein, c'est-à-dire que les anciens entrepreneurs, on leur donne une responsabilité, puis on les sort en quelque sorte du secteur public. Alors, bon, donc ça c'est le cycle. On peut continuer. Le processus, ce que je veux vous suggérer, c'est que ce processus est permanent. C'est-à-dire que le secteur public est obligé de s'adapter. Et pour s'adapter, il est à certains moments obligé de changer le mode de fonctionnement, c'est-à-dire s'ouvrir, laisser de la place à des entrepreneurs qui résolvent les problèmes, puis le perturbent, ensuite ils les évacuent, et ainsi de suite. Donc, alors, bien sûr, c'est ça l'idée, c'est que si vous regardez dans l'histoire du secteur public, il y a un besoin de contrôle. Le secteur public, c'est le contrôle, parce que qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, le secteur public est dans le métier d'assurer la paix, la stabilité, etc., etc. Donc il faut du contrôle, et à certains moments, il faut de la liberté. Donc à ce moment-là, c'est à ce moment-là que les règles sont libérées, entre guillemets, puis c'est des cycles qui sont présents. Alors, je vais vous prendre juste un exemple pour que vous voyez de quoi je veux parler. En France, je vous parle de manière historique, n'est-ce pas? Je vais vous donner l'exemple de grands entrepreneurs. En France, par exemple, la Compagnie française des pétroles, qui était une entreprise entre guillemets d'État, c'est-à-dire dans laquelle l'État avait une participation substantielle qui dépassait 60%. Le gouvernement a demandé à la Compagnie française des pétroles de construire des raffineries, non pas au bord de la mer, ce qui était admis à cette époque-là, mais de construire des raffineries à l'intérieur de la France, de façon à ce que le développement économique puisse se faire autour des raffineries. La Compagnie française des pétroles a dit non. Elle a dit nous, la règle, dans toutes les sociétés pétrolières, c'est ça qu'elles font, ne construisent pas de raffineries à l'intérieur des terres, elles les construisent au bord de la mer, parce que pour des raisons de logistique, etc., etc. Le gouvernement français avait bien sûr le choix d'imposer à la Compagnie française des pétroles de le faire. Il ne l'a pas fait, il a créé une entreprise, il a décidé, il a choisi en quelque sorte des acteurs, notamment quelqu'un qui est devenu ministre par la suite, Guillaume, qui lui a dit est-ce qu'on peut résoudre ce problème-là? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut construire des raffineries?
des raffineries à l'intérieur. Et donc, c'est comme ça qu'est née la compagnie que vous connaissez peut-être maintenant un peu mieux, qui s'appelle Elf Aquitaine. Et Elf Aquitaine, son métier, c'était de construire des raffineries. Et Elf Aquitaine, bien sûr, alors bon, l'histoire, je vous la fais courte, Elf Aquitaine a démontré que l'on pouvait construire des raffineries économique à l'intérieur des terres. Bien sûr, aujourd'hui, c'est devenu une règle, c'est-à-dire vous trouvez des raffineries partout à travers le monde, à l'intérieur des terres. Et Elf Aquitaine a été construite par des acteurs comme Guillaume, comme Blancard, etc., qui ont littéralement transformé le secteur public, du moins dans le domaine de l'énergie en France. Alors bon, donc ça c'était, si vous voulez, pour des entrepreneurs qui sont des entrepreneurs, de grands entrepreneurs. Il y a plein de cas. Les exemples sont très nombreux. Par exemple, celui qui a construit New York, qui s'appelle Robert Moses, celui qui a construit New York, littéralement, les gens le considéraient comme comment dire ça, comme quelqu'un qui n'a respecté aucune loi. D'ailleurs, beaucoup de gens demandaient à ce qu'il soit jugé, alors qu'en réalité, il a pris toutes les responsabilités pour que New York n'étouffe pas, si vous voulez, donc a construit des routes, des parcs, etc., etc. Et il l'a fait littéralement contre le système qui, lui, ne permettait pas de faire ces choses. Maintenant, les entrepreneurs systémiques. Alors bon, les entrepreneurs systémiques sont nés avec un mouvement que l'on connaît sous le nouveau management public. Le nouveau management public, vient de l'idée que le management, c'est du management. C'est-à-dire qu'on peut appliquer ce qu'on a appris sur le secteur privé, on peut l'appliquer aussi au secteur public. Donc l'idée, c'est celle-là, le nouveau management public. Et donc, au fond, c'est venu au moment de la révolte fiscale qui a commencé en Californie, c'est-à-dire au moment où les gens disaient on paye trop d'impôts, donc les gens ne voulaient plus payer d'impôts. Il a fallu imposer en quelque sorte une sorte de restructuration de l'ensemble du secteur public. Et c'est là où ont émergé, c'est là où ont émergé, si vous voulez, un grand nombre d'acteurs qui se sont mis à transformer le système. Aujourd'hui, par exemple, vous allez chercher un passeport, je suppose que, comme tout le monde, vous devez trouver que c'est pas mal efficace la façon dont les passeports sont établis au Canada. Mais ça n'a pas toujours été le cas. C'est-à-dire qu'il y a eu un certain nombre d'acteurs qui ont transformé, si vous voulez, cette façon de faire. Et bon, et ça, c'était pas un acteur, c'était plusieurs acteurs. Et c'est comme ça que toutes les activités de l'État, par exemple au Québec, au Canada, ont été transformées par ces entrepreneurs systémiques. Et puis, bon, finalement, donc, je vous citais ce cas de la justice, des difficultés avec la justice pour les jeunes. Et je vais vous donner juste l'exemple, un autre exemple, c'est celui du CRTC. CRTC, c'est l'organisme de réglementation au Canada pour tout ce qui est télécommunications. Toutes les sociétés de télécommunications sont réglementées par le CRTC. Un mécanisme de réglementation, c'est un mécanisme de contrôle, n'est-ce pas? Et le CRTC s'apercevait qu'il était dans un domaine qui était beaucoup trop fluctuant pour que le contrôle puisse se faire. Et c'est à ce moment-là qu'ils se sont mis à se poser la question, est-ce qu'on ne peut pas faire la réglementation avec les personnes qu'on réglemente? Ce qui va à l'encontre de ce que la loi prévoit. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas demander à ceux qui sont réglementés de participer à la réglementation. Donc il a fallu que le CRTC invente une façon de faire qui garde, si vous voulez, le système intègre, tout en ayant beaucoup plus de flexibilité. Donc, c'est ce qu'ils ont fait. Alors bon, ils ont constitué une série de comités qui n'étaient pas des comités décisionnels, mais qui permettaient de comprendre quels étaient les problèmes, et donc de faciliter au CRTC les mécanismes, si vous voulez, de réglementation. Alors bon, dans le processus, ils ont découvert que c'était beaucoup moins cher de réglementer de cette manière-là, et en même temps beaucoup plus efficace que ce qu'ils faisaient auparavant. Alors bon, je reprends, c'est vraiment, ma présentation est relativement simple. Je reprends ce que je vous disais. C'est que l'adaptation du secteur public, elle est prévisible et elle est faite par les entrepreneurs. Cette adaptation se fait lorsqu'il y a des besoins. Le secteur public étouffe, il a besoin de s'adapter. Pour s'adapter, il est obligé de relâcher les règles.
ils relâchent les règles, apparaissent des entrepreneurs, des gens qui veulent faire des choses, ils apparaissent, c'est eux qui apparaissent, résolvent le problème. Quand ils ont résolu le problème, ils deviennent des problèmes pour le secteur public parce que ça introduit trop de turbulences. Ils sont évacués. Bon, évacués, quand je dis ça, on appelle ça du pantouflage dans beaucoup de cas, c'est-à-dire qu'on leur donne une responsabilité très souvent à l'extérieur du secteur public. Alors voilà, je m'arrête là. Si vous voulez débattre de cette question-là, on pourrait...